Puis en réalité, ça nous revient un peu à notre thème qu'on disait qui était super important, c'est que l'adaptation du ventricule droit ou le remodelage ventricule droit était très important pour la survie. Puis juste deux exemples au début. Ça, c'est un premier exemple. Ça, c'est ce qu'on peut observer. Ça, c'est une échographie. C'est un court axe de l'échographie. Puis ce qu'on peut voir, ça, c'est le ventricule droit ici. Ça, c'est le ventricule gauche. Puis ça, c'est un épanchement péricardique qui est présent. Puis ce qu'on peut voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Donc ça, c'est une patiente, malheureusement, qui avait une hypertension pulmonaire très sévère, puis est décédée environ 1 mois plus tard. Puis on peut voir la dilatation du ventricule droit qui est très important, puis qui ne semble pas contracter beaucoup. Le ventricule gauche qui est petit, puis quand le monde font référence au ventricule droit, ventricule gauche qui ressemble à un D, mais c'est un peu, on peut voir un peu le D en systole du ventricule gauche, puis ça démontre qu'il y a de l'hypertension pulmonaire importante. Puis ça démontre également que dans certains patients qui ont de la fonction droite sévère, le ventricule gauche peut être très affaibli également. Donc, quand on regarde, donc ça, c'est un exemple de ventricule droit très, très remodelé, très dilaté, puis qui fonctionne vraiment avec une fonction très diminuée. Puis, il y a les facteurs prognostiques, on peut voir à l'écho, la dysfonction droite importante, c'est un facteur prognostique qui a été prouvé. L'autre facteur prognostique important, prouver un peu la façon que le ventricule gauche ressemble à un D, soit en diastole ou en systole, ça a été prouvé de façon importante pour prédire la survie. L'autre facteur important, chez les patients en hypertension pulmonaire, des fois la présence d'épanchement péricardique a également été prouvé un facteur important de survie. Puis c'est toujours un peu dans cette position-là, c'est toujours au niveau inférieur qu'on trouve l'épanchement péricardique. C'est un facteur prognostique important. Dans l'autre, si je vous donne un exemple, ça c'est l'exemple d'un patient qui a les mêmes niveaux, sinon des pressions d'hypertension pulmonaire, même plus élevées que le cas précédent. Puis le patient a 55 ans, il travaille comme comptable, puis il est très heureux, puis une classe 1 à 2, puis il va très bien. C'est un patient qui a une CIV, puis il avait une CIV depuis la naissance. Puis ce qu'on peut trouver qui est remarquable, c'est qu'on peut voir, même avec des pressions, ces pressions pulmonaires sont à 120, puis ses pression artérielle est à 120 également. Ce qu'on peut voir qui est extraordinaire, c'est que le ventricule droit, contrairement à l'autre cas, est beaucoup plus petit. Il est très hypertrophié, puis il contracte très bien. Puis le patient n'a vraiment pas de limite symptomatique actuellement. Il sature à 70 %, mais il est toujours classe 1. Non, non, mais il est comptable, puis il fait des bonnes comptabilités, là. Il veut toujours me faire, mais comme ma comptabilité. Donc, il y a une fonction qui est très préservée. Puis ça, c'est intéressant parce qu'il dit souvent, en maladie congénitale, ça ressemble beaucoup à des cœurs fœtaux. Donc, il y a pas le ventricule est hypertrophié pour le fœtus. Puis quand les patients ont des CV, ils ne régressent pas beaucoup. Puis ils peuvent dire que c'est une partie de l'adaptation qui est très importante chez les fœtus. Puis ça, c'est un peu, ça ressemble un petit à ça de façon importante, mais le patient, il va très bien, puis il n'y a pas beaucoup de limites fonctionnelles. Puis après ça, dans circulation en 2006, puis l'NIH, beaucoup d'institutions ont dit, mais la fonction droite, c'est un carrefour, ça n'a pas été aussi bien étudié, mais pourquoi qu'on ne le met pas comme priorité? Puis on a décidé de faire un rapport en 2006, puis on dit, mais on devrait le faire comme priorité de recherche, la fonction droite. Puis on met beaucoup de demandes de fonds pour la fonction droite à ce moment-là. Je crois que ça vient d'être fermé pour demande de fonds. Puis Jocelyn Dupuis, qui est vraiment une personne extraordinaire, il faisait partie du comité également qui était sur le consensus du NIH, qui voulait faire le rapport spécial pour l'importance de la fonction droite. Donc, on veut partir un peu à l'anatomie. Là, on a parlé un peu du survol, pourquoi c'était rendu important, puis je crois que c'est rendu clair pour tout le monde que c'est important. En insuffisance cardiaque, en hypertension pulmonaire, puis même en dysfonction diastolique, je ne l'ai pas montré, mais il y a une nouvelle étude qui est sortie à Mayo Clinic. Ils ont une grosse cohorte de survie en dysfonction diastolique, puis avec comparé, on peut regarder l'oreillette gauche, on peut regarder les paramètres diastoliques de la paroi, mais ils viennent de sortir que dans leur étude populationnelle, la présence d'hypertension pulmonaire ou l'élévation des pressions pulmonaires est en réalité un petit peu plus fort que les autres indices. Donc, même dans tous les domaines, dysfonction systolique, diastolique, hypertension pulmonaire, chirurgie cardiaque, il y a un consensus que c'est important. Puis le monde, maintenant, ça va être une priorité de recherche de plus en plus, puis également clinique, comment l'aborder cliniquement de façon importante. On va reviser un peu l'anatomie du ventricule droit parce que c'est intéressant. On est surtout habitué de voir le ventricule gauche. Mais le ventricule droit, au début, on ne le regardait pas beaucoup parce que c'était compliqué de le regarder à l'échographie. Puis on aime les volumes. On aime beaucoup les chiffres, puis, mais en réalité, on ne savait pas comment mettre un volume à l'échographie, puis on dit, bon, c'est compliqué. On veut mettre un chiffre, puis c'est important. Puis
monde n'a pas voulu évaluer la fonction droite. Il y a des nouveaux outils qui sont super simples et que le monde utilise beaucoup maintenant. Donc, le ventricule droit, il y a différentes parties. Il y a la partie de la valve tricuspide qui parle un peu de la partie de l'inflow du ventricule droit. Je me suis dit en anglais. Après ça, il y a l'apex qui est trabéculé, contrairement au ventricule gauche, c'est très trabéculé, l'apex. Puis après ça, il y a la partie du ventricule droit qui appelle l'infundibulum. Une troisième partie qu'on ne voit pas beaucoup, ou la voie de chasse, en réalité, du ventricule droit. Dans le ventricule gauche, on parle de voie de chasse, mais il y a eu une régression dans le ventricule gauche. Mais dans le ventricule droit, c'est une partie qu'on voit qui est présente ici, puis qui est très proéminente. Puis ça peut faire également dans les patients comme maladie congénitale, la tétralogie, ça peut faire des obstructions dans cette partie-là. Donc c'est important de savoir un peu ces différences d'anatomie qu'on peut voir. Puis si on le voit un petit peu, qui est vu en court axe, la différence un peu de la forme. Donc on voit un peu le ventricule gauche est un peu plus elliptique, puis le ventricule droit il ressemble plus à un croissant qui est présent à ce niveau-là. Puis quand on regarde au niveau de la crux, ou peut-être ça ressemble à l'échographie, aux 4 chambres en échographie, ce qu'on peut voir, donc le ventricule droit il est beaucoup plus trabéculé que le ventricule gauche. Puis l'autre aspect très important, c'est l'aspect un peu de la valve tricuspide est beaucoup plus apical par rapport au ventricule gauche. Puis ça, c'est important surtout parce que c'est le même qui différencie les transpositions congénitalement corrigées. Le monde regarde la valve, puis s'il est plus apical du côté gauche, on sait que c'est une transposition corrigée du ventricule gauche. Donc ça, c'est les deux données très, très intéressantes qu'on peut voir. Puis l'autre aspect intéressant, on dit toujours que le ventricule droit, quand on le regarde à l'échographie, il a l'air plus petit que le ventricule gauche. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Le ventricule droit, en termes de volume, a plus de volume que le ventricule gauche. C'est qu'on regarde toujours l'image en 4 chambres, puis le ventricule droit a l'air plus petit, puis on conclut toujours qu'il est plus petit, mais le volume du ventricule droit est plus élevé. Puis le corollaire de ça, qui est normal, c'est que la fraction d'éjection du ventricule droit est un peu plus basse, d'environ 5 % de la fonction du ventricule gauche. Donc, après ça, l'autre élément important, puis ça, c'est une donnée intéressante. Encore là, la division artificielle, c'est un peu artificiel, le ventricule droit, le ventricule gauche, parce que ça fait partie d'un ensemble. Puis ils sont fait partie d'un ensemble à cause du péricarde, à cause du septum, mais également, il y a beaucoup de fibres qui unissent les deux ventricules. Donc, il y a un circuit de fibres très intéressant qui unit les ventricules droit et gauche, puis qui explique un peu comment les deux peuvent fonctionner ensemble. Puis l'autre aspect intéressant, Torrent Gaspet, c'est un pathologiste qui était en Espagne, qui est malheureusement mort, lui avait démontré la complexité des loupes un peu du ventricule, comment le ventricule pouvait tourner puis s'agencer. Puis ce qu'il avait démontré de façon intéressante, c'est qu'il était capable, s'il prenait les ventricules puis trouvait un plan de séparation, il pouvait défaire le ventricule en soi, vraiment, il pouvait défaire complètement le ventricule, ça devenait une bande complète comme ventricule. Ça démontre un peu comment les deux ventricules, ventricule droit puis gauche, sont vraiment unis ensemble. C'est comme une bande qui se plie beaucoup. Ça a expliqué, comme Dr Lepage parlait du remodelage ventriculaire, ça explique beaucoup les approches que le monde voulait faire du remodelage ventriculaire, parlant que c'est la bande, il voulait respecter les différentes bandes de remodelage. Donc, c'est un aspect intéressant. L'autre découverte qui est très importante dans les derniers 10 ans, c'est que le monde parle beaucoup des cellules souches, puis on veut regarder les cellules souches, puis faire des thérapies géniques. Mais le monde a découvert que le ventricule droit puis le ventricule gauche, au début, on pensait que c'était les mêmes origines des cellules souches, puis on démontré que c'est des origines différentes. Donc, peut-être la réponse 1 des cellules souches, la thérapie génique va être différente, mais également peut-être la réponse au traitement va être différente. Donc, ce qu'ils disent un peu, c'est ce qu'ils appellent, c'est les anterior heart field. Le ventricule droit donne les anterior heart field, puis le gauche, ça vient des postérieurs, donc une différence souche. Donc, juste pour montrer qu'il y a également dans la formation, l'embryologie du ventricule droit, c'est également différent. De façon importante. Ça, c'est juste une image un petit peu à l'échographie. Quand on regarde le ventricule droit, il y a différentes portions du ventricule droit qu'on peut regarder. Puis l'infundibulum ou la voie de chasse, on la voit surtout dans le parasternal long axe. Puis on voit la paroi latérale principalement quand on regarde l'apical, le 4 chambres, principalement à l'échographie. On saute un peu à la fonction du ventricule droit. Je vais faire un petit survol, surtout sur les nouveaux indices qu'on utilise à l'échographie. Ça peut être pertinent, puis le monde va avoir ça dans les rapports d'échographie. Ça peut être un aspect très intéressant sur la fonction droite. La difficulté, quand le monde regardait la fonction droite, la grande difficulté, c'est qu'ils vont dire, mais la forme du ventricule droit est difficile. Ça ressemble d'un croissant. À l'échographie, on n'a pas des bons modèles géométriques pour estimer facilement le volume. Puis, donc, le monde a un peu abandonné, essayé d'estimer la fonction ventricule droite, mais récemment, le monde a prouvé que ce n'est pas très important d'être complètement précis ou peut-être un peu des fois trop obsédé sur les volumes qu'on peut faire ou sur les chiffres. Donc, un des éléments importants en fonction droite, juste partir un peu sur un premier vidéo. Donc, ça vient d'André Deneau, qui était gentil de me donner.
Donc, c'est la tête, la tête du patient est ici. Ça, c'est l'oreillette droite, avec l'auricule de l'oreillette droite qui est vraiment proéminent. Ça, c'est une partie du ventricule droit, puis une partie de l'infundibulum. Puis l'idée est intrigante de voir, c'est que le ventricule droit, le péricarde est ouvert, mais le ventricule droit se contracte en deux parties. C'est un peu un mouvement péristaltique. Donc, le corps du ventricule droit se contracte en premier, puis après ça, l'infundibulum. Puis la seule raison que je le mentionne, c'est que ça peut devenir important parce que le monde sont en train de regarder la resynchronisation en maladie droite, puis le monde commence à s'intéresser à ces différents délais, puis au positionnement en resynchronisation. Donc, c'est juste intéressant de voir un peu l'aspect normal de la contraction, puis un délai normal entre le corps et l'infundibulum de façon normale. Puis quand on regarde le ventricule droit, la façon qu'il se contracte, donc il y a le délai entre les deux parties, mais il y a également, comparé au ventricule gauche, le ventricule gauche, quand on le regarde, il se contracte beaucoup de façon radiale. Il y a d'autres mouvements, mais la fonction radiale est importante. Le ventricule droit, c'est surtout la fonction longitudinale qui est importante. Le radial est un peu moins important à part le niveau de la base. Le reste, c'est beaucoup l'axe longitudinal qui bouge. Ça, c'est important, puis ça a donné une façon d'estimer la fonction droite super facile. On va juste sauter un peu quelques diapos. Juste sauter un petit peu. Je m'excuse, je ne veux pas trop dépasser le temps. Okay. Juste passer à cette diapo. Donc, la façon que le monde voulait voir, c'est comment on peut vraiment évaluer la fonction droite. On peut s'intéresser à la fraction d'éjection de la fonction droite. Puis ça peut être un aspect. Mais une chose qui est différente des maladies droites par rapport à gauche, la pression pulmonaire est souvent très élevée. Quand on traite un insuffisance cardiaque, souvent on peut maintenir la pression artérielle, souvent va être maintenue à des niveaux normaux. Donc, quand on regarde la fraction d'éjection gauche, ça peut bien refléter l'habilité du ventricule de se contracter. Mais quand on suit les patients en hypertension pulmonaire, la pression artérielle pulmonaire est à 110 ou est à 90. Donc, la fraction d'éjection droite, elle ne reflète pas bien l'habilité du ventricule de se contracter vraiment. Ça, c'est une façon, le monde a essayé de trouver des indices qui pouvaient refléter cet aspect-là d'une façon un peu plus importante. La raison que je le mentionne, c'est que ça peut être très important. Par exemple, on sait que chez les patients avec hypertension pulmonaire, par exemple, il y a une fraction d'éjection droite à 15 %, mais quand ils ont une greffe pulmonaire sans toucher au cœur, le ventricule droit récupère complètement la majorité du temps. Donc, dans au-dessus de 95 % du temps, le ventricule droit se remodèle, la fonction est tout à fait normale. Puis un autre aspect important, c'est surtout les patients qui ont, par exemple, des maladies qu'on veut mettre des cœurs mécaniques. Le monde va essayer de trouver des indices de contractilité droite qui peuvent peut-être aider un peu plus à comprendre. Donc, une des façons qu'ils regardent, juste pour le mentionner, c'est le monde regarde un peu, font ce qu'ils appellent des loupes de pression-volume du ventricule dans différentes conditions, puis ils font un peu, c'est la pente un peu de la courbe en fin de systole, puis ce qu'ils appellent, c'est l'élastance ventriculaire. Dans les études, le monde va toujours se référer à l'élastance ventriculaire comme un indice qui est un peu meilleur de la capacité intrinsèque du ventricule de se contracter, juste pour le présenter. Puis dans les indices cliniques, de façon intéressante, on disait qu'on regardait souvent la façon longitudinale du ventricule de se contracter, mais un des indices qu'ils ont appelé, c'est le TAPSI, ou le déplacement annulaire de l'anneau tricuspidien. Puis ça, le monde, ce qu'ils ont fait, c'est simple. Ils ont dit, on va trouver un indice simple. Le ventricule droit, c'est complexe, c'est difficile à estimer le volume du ventricule droit. Pourquoi qu'on ne regarde pas tout simplement le mouvement de l'anneau du ventricule droit? Donc ça, c'est un exemple où ils mettent le curseur sur l'anneau, puis ils regardent le mouvement de l'anneau, puis ça, c'est un mouvement de l'anneau qui est préservé. Puis un autre exemple en insuffisance cardiaque, où le mouvement de l'anneau est vraiment pas préservé, puis très diminué. Puis il y a des études en insuffisance cardiaque qui ont montré juste à regarder le mouvement de l'anneau, c'était très prédictif. Puis il y a eu beaucoup d'études en hypertension pulmonaire qui ont montré la même chose. Donc, d'une structure difficile à estimer, peut-être que juste regarder le mouvement de l'anneau, c'est quelque chose de très simple, qu'on peut inclure de façon de routine au laboratoire. Ça peut peut-être aider beaucoup le prognostic des patients, puis de façon un peu plus objective. Donc ça, c'est un exemple d'un indice simple qui a été développé.